Avant de commencer cette émission, j'aimerais rendre hommage à deux comédiens qui nous ont quittés en ce début d'année, Marc Cassot et Patrick Feuersheim. Patrick Feuersheim fut la voix de Michael Douglas, depuis Liaison fatale d'Adrian Lyne en 88, jusqu'au tout récent Ant-Man sorti l'année dernière. Il fut aussi une des voix de Jeff Bridges, de Ed Harris, de Christopher Walken, de Dennis Hopper et de Robin Williams, par exemple dans Le Cercle des poètes disparus. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non! Merci d'avoir joué, monsieur Dalton. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Quant à Marc Cassot, il faudrait des jours et des jours pour retracer l'intégralité de sa voxographie. Alors je dirais qu'il a été, entre autres, l'interprète de 3 des plus grandes leçons de vie de l'histoire du cinéma. Celle-ci... Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Celle-ci... Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et celle-là. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Patrick Feuersheim et Marc Cassot étaient deux grands comédiens, au talent et à la voix unique, et ils nous manqueront énormément. Merci, messieurs. Merci. Ça tourne? Ok, donc refais-moi un petit tourne. clap. Attends, toi. regarde, ça tourne. Oh, ça... Ah, c'est drôle. J'ai ri. Gaulet. Bonjour à tous et bienvenue dans la FAQ du doublage numéro 3. Tout d'abord, merci d'avoir été nombreux à aimer et partager nos 2 premières émissions, ça nous fait chaud au cœur. Merci également d'avoir posé énormément de questions avec le hashtag FAQ du doublage. On a maintenant énormément de questions en stock et on va se faire une joie d'y répondre. Avant de commencer avec de nouvelles questions, on va revenir quelques instants sur nos émissions précédentes. À la question « Pourquoi l'Europe de l'Est double par-dessus la VO ?», j'avais répondu en évoquant assez vaguement l'aspect financier. Eh bien, j'ai découvert après le tournage de l'émission un article de Courrier International qui confirmait que le problème était économique et lié à la petitesse à l'époque des écrans de télévision polonais qui ne permettaient pas d'afficher des sous-titres alors qu'au cinéma, les films sortaient en version originale sous-titrée. Un internaute polonais qui s'est indigné contre une partie de l'article qui présente les Polonais comme des incultes analphabètes a cependant confirmé cette histoire de sous en le liant au régime communiste en vigueur à l'époque et qui ne voulait pas dépenser trop d'argent pour des chaînes de télévision qui étaient toutes publiques, communisme oblige. On en sait désormais un petit peu plus sur cette histoire, le souci, comme d'habitude, c'est oignon. En parlant de doublage, de voice-over, etc., notre camarade vidéaste Bruce Benamran, alias Y Penser, a sorti une vidéo très intéressante sur les hallucinations auditives. Il aborde notre perception de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, comment on lit les deux, et du coup il en profite pour parler du doublage, du voice-over, de ce genre de choses. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, c'est passionnant et très intéressant, comme d'habitude avec Y Penser. À la question, y a-t-il des stars qui ont commencé dans le doublage? Je me suis concentré, je l'avoue, sur la France. Mais j'ai oublié de mentionner ce cas particulier du Québec et de ce cher Xavier Dolan qui interprétait énormément de personnages dans le monde du doublage, notamment Comique Troupier dans Harry Potter et Torse Newman dans Twilight, avant de devenir acteur-réalisateur récompensé à Cannes. Enfin, mon camarade voxophile Morgan Bérard m'a fait parvenir une archive très sympathique où l'on peut voir au détour d'un doublage français comme un autre, un jeune acteur prometteur, un certain Louis de Funès. Je conseillerais à Monsieur Delors de se retirer dans sa maison de campagne Fort Belle-dit-on avant que la colère du monde sportif ne le contraigne à prendre sa retraite dans une bonne prison. Vous êtes pressé d'avoir de belles funérailles, vous. Mais trêve de billevesées, passons aux nouvelles questions. Osgilia nous demande qui double les enfants en général et majoritairement dans les dessins animés. Eh bien mon cher Osgilia, ça va dépendre de plein de choses, selon le contexte, selon le budget du doublage, selon aussi l'acteur original, on va engager au choix un comédien enfant ou bien une comédienne à la voix fluette. Par exemple, si on doit doubler une série animée qui va s'étaler sur plusieurs saisons, avec un personnage éternellement jeune, et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, appeler un comédien enfant sera contre-productif. Il va grandir, alors que son personnage non, sa voix ne correspondra plus, et résultat des courses, il faudra le remplacer.
à l'inverse d'une comédienne qui va toujours garder plus ou moins la même voix. À l'époque du Club Dorothée, la plupart des enfants étaient doublés par Jackie Berger et Brigitte Lecordier, justement parce qu'elles étaient capables de conserver ce timbre ad vitam aeternam. Preuve en est que Brigitte Lecordier continue de doubler Gohan et Goten encore aujourd'hui. Alors on va t'apprendre les bonnes manières. Dans des exemples plus récents, on peut citer par exemple Fanny Bloch, qui double Yugo dans Wakfu, et qui elle aussi a un timbre naturellement jeune. Dans le cadre d'un film ou d'une série en prise de vue réelle, c'est différent. Si on a un film ou une série où les comédiens vont grandir au fil des années, le choix qui s'impose naturellement est d'appeler des acteurs français avec à peu près le même âge. Ainsi, ils grandiront en même temps que le comédien qu'ils doublent et il en résultera un suivi vocal très appréciable. On peut évidemment citer la saga Harry Potter, où Kéliane Blanc, Olivier Martret et Manon Azem ont grandi et pris du coffre au fil des années, mais également la série Malcolm, où le héros éponyme a conservé sa voix française pendant 7 ans. Enfin, dans le cadre d'un film qui n'appelle pas forcément de suite, avec un enfant qui ne risque pas de revenir, genre s'il meurt, eh bien c'est au choix du directeur artistique. À une certaine époque, on n'avait aucun scrupule à appeler des comédiennes pour doubler tous les rôles d'enfants, et autant sur des dessins animés ça passe pas trop mal, autant sur des films live c'est beaucoup moins supportable. En témoigne la VF nulle à chier de Shining de Stanley Kubrick, où le gamin est doublé par Jackie Berger. Aujourd'hui, par souci d'authenticité, les directeurs artistiques ont plutôt tendance à appeler des vrais enfants pour les rôles d'enfants. En témoigne l'excellente VF du film Snoopy et les Peanuts, où tous les rôles, tous les personnages sont doublés par des enfants. C'est quand même plus sympa pour l'auditeur. Maintenant, c'est vrai que pour le directeur artistique, ça doit être beaucoup plus compliqué. Le travail des enfants, c'est très réglementé, il faut s'adapter, il faut savoir les gérer. Et gérer des enfants, c'est pas tous les jours facile. Voilà Osgilia, j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant on passe à celle de The Wolf qui nous demande: faut-il adapter les blagues et références lors d'un doublage pour un autre pays? J'adore cette question. J'adore cette question parce que quand un adaptateur change une référence dans une version française, il y a toujours quelques pignoufs pour brailler que c'est dégueulasse, que c'est scandaleux, et que c'est pas parce que l'adaptateur il a pas la référence qu'il doit en priver les autres, ce qui en soi n'est pas tout à fait faux. C'est pour ça que la plupart des adaptateurs, en tout cas des bons adaptateurs, font un travail de recherche pour comprendre les références qu'ils n'ont pas. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Mais oui, bien sûr, évidemment qu'il faut traduire les blagues et les références. Et pour s'en rendre compte, je vous ai fait un petit schéma qui explique l'élément principal que prend en compte un adaptateur quand il travaille, la volonté du réalisateur. Un film, pour prendre l'exemple d'un film, c'est un réalisateur qui a travaillé de façon à ce que son public, que ce soit une partie ou sa totalité, soit sensible à un élément de son œuvre, par exemple une blague. Et il convient de comprendre quelle cible vise le réalisateur. Si par exemple le réalisateur a voulu faire une blague de gros nerd ou placer une référence que seuls les plus avisés comprendront, il ne vise qu'une partie de son public. Aussi, un adaptateur qui le transformerait pour que tout le monde le comprenne serait dans l'erreur car il trahirait la volonté du réalisateur. Pour garder l'exemple de la blague de geek, puisque la culture geek est profondément anglophone, l'adaptateur a tout intérêt à conserver la référence américaine, ou bien si elle est vraiment trop américaine, à la remplacer par une référence compréhensible par le public français, certes, mais ayant le même public cible. Le hic, j'ai envie de dire, c'est que certains pro-VO, et croyez-moi j'en connais, sont persuadés qu'il faut garder toutes les blagues en anglais parce que les gens avertis les comprennent facilement, justement parce qu'ils baignent dans la culture américaine. Mais si la cible du réalisateur, c'est tout le public... Pour schématiser à nouveau, si le réalisateur américain fait une blague qui va faire rire tous les Américains, c'est qu'il veut que tout le public rigole. Or, si la référence de la blague n'est pas connue chez nous, ça ne va faire rire qu'un nombre très limité de personnes. On passe donc complètement à côté de la volonté du réalisateur qui voulait que tout le monde se fende la gueule. Mais si on remplace la référence américaine par une référence française au même rayonnement, tout le monde rigolera et on respectera la volonté du réalisateur. Et il n'y aura que quelques pro-VO aigris qui iront se plaindre sur les forums que la VF a tout gâché, même si eux-mêmes ont rigolé à la blague. Pour bien comprendre de quoi je parle, parce que je sens que c'est pas forcément très clair, laissez-moi illustrer mon propos avec une scène d'un de mes films préférés de tout l'univers, 22 Jump Street.
Dans cette scène, un puissant baron de la drogue demande à sa fille pourquoi elle ne vend pas de la drogue comme de la cocaïne ou de l'héroïne, ce à quoi sa fille répond Dad, those are like old people drugs. That's like what they did on the Golden Girls. Like Blanche did heroin. All right, I just sit here and be silent. Blanche never did heroin. Donc là, aux États-Unis, tout le monde est mort de rire parce que quand même les Golden Girls, voilà, c'est culte, c'est super drôle, mais pour le public français, que dalle. Que dalle parce que le public français ne connaît pas les Golden Girls. Traduit en Les Craquantes dans nos contrées, c'est une série dont les héroïnes sont très âgées et dont les retraités américains étaient très friands. Le genre de série sur laquelle vous tombiez forcément si votre grand-mère vous gardait chez elle. Donc ici, la volonté du réalisateur, c'est de faire rire tout le public. Mais en France, personne ne rigole parce que la série est passée soit très tard, soit très tôt, soit sur le câble. Résultat des courses, personne n'a la référence. D'ailleurs, dans les sous-titres, ils ont même pas cherché à comprendre, ils ont simplement sous-titré « C'est pour les vieux ». Par contre, en VF... Justement, tout ça c'est de la drogue pour les vioques. C'est ce que l'inspecteur Derrick se collait dans les narines. Des pipelines de cocaïne. Voilà. Et là, tout le monde comprend. Parce que l'inspecteur Derrick en France, c'est THE référence de la série pour vieux, la série des pépés et mémés qui avait perdu la télécommande. Donc là, le public français rigole de la même manière que le public américain. On respecte la volonté du réalisateur, voilà pourquoi il faut traduire les vannes. Bon attention, ce que je viens de dire n'excuse pas tout, dans Les Gardiens de la Galaxie, leur truc avec Jack Sparrow, ils ont fait totalement n'importe quoi. Et puis s'il n'y a pas d'équivalent français à une référence américaine, le mieux c'est quand même de garder la référence américaine plutôt que de faire n'importe quoi. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis surtout n'hésitez pas à poser vous-même vos questions avec le hashtag FAQ du doublage. N'oubliez pas le hashtag parce que je risque de passer à côté de votre question sinon. Si vous avez envie de soutenir l'émission, n'hésitez pas à visiter la page Tipeee, il y a des contreparties plutôt cool, et puis soutenir l'émission, c'est me soutenir, et me soutenir, en ce moment, j'en ai besoin. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, salut!